Tous les jours, comme moi, vous entendez parler de catastrophe économique, d'inflation, de chômage, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est déréglé dans le monde? Certains disent que c'est un cafouillage passager de l'économie. D'autres qu'il s'agit d'une catastrophe durable. D'autres enfin que c'est le début d'une véritable mutation, qu'un monde nouveau commence. Mais tout ça c'est abstrait. Puis moi je suis comme vous, j'aimerais bien y voir clair. Comme vous, je me sens embarqué malgré moi dans une énorme affaire qui m'échappe. Alors que vous l'avez sans doute fait, j'ai essayé de comprendre et de me faire expliquer tout ça clairement. En fin de compte, je me suis aperçu que leur fameuse crise, quand on en raconte l'histoire, toute l'histoire, cela peut devenir aussi passionnant qu'un film. Vous allez voir. La crise? Quelle crise? Vive la crise, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet avec Serge Halimi et Pierre Rimbert. Vive la crise. Flight number 2, arriving from New York. Voilà, on a des quantités d'auditeurs qui sont revenus en arrière avec émotion, en se souvenant de cette émission Vive la crise, VLC, vous l'appelez carrément VLC en abrégé. C'était le 22 février 1984 et c'était effectivement présenté par Yves Montand. Cette émission a été vue par 20 millions de téléspectateurs ce soir-là. Elle était organisée, elle avait été annoncée à son de trompe, entre autres par le quotidien Libération. Et ça a été une grande opération et qui restera probablement un moment d'histoire, une charnière dans l'histoire de notre pays, de notre société, et dans l'histoire probablement aussi des idées. Alors, Serge Halimi et Pierre Rimbert, vous avez passé pas mal de temps sur cette émission, vous l'avez décortiquée, vous l'avez analysée, vous n'avez pas cessé de disséquer cette émission, et vous y avez vu, Pierre, une forme de la pédagogie de la soumission. Vive la crise, c'est un exercice de pédagogie de la rigueur. On est en 84 et un an auparavant, le gouvernement socialiste vient de renoncer à son programme. Et la mise en scène, la mise en spectacle de ce renoncement va être proposée sur France 2 par cette émission Vive la crise, dont Yves Montand est le présentateur. Il faut aussi signaler que Vive la crise est relayé par Libération au moyen d'un supplément, de presque une centaine de pages, qui va être diffusé à plus de 200 000 exemplaires. Et c'est un supplément historique, on pourrait dire, dont Serge July va donner le ton en expliquant que l'heure a sonné d'une grande révolution culturelle occidentale. Alors Serge July, l'ancien militant Mao, est toujours sur les grandes révolutions culturelles, mais cette fois c'est une révolution culturelle libérale, la révolution de la rigueur, de l'austérité. Il faut transformer les sujets passifs en sujets actifs, nous explique Serge July dans ce supplément de Vive la crise, faire des citoyens assistés, des citoyens entreprenants. Voilà, l'entreprise, la rigueur, ce sont un petit peu les thèmes de Vive la crise, si on y ajoute aussi la rétraction de l'État social. Alors, Pierre Rimbert, au dos de cet édito historique, comme tous les éditos de Serge July, il y a une pub. Il y a une pub qui est offerte, une page de publicité qui est offerte par Safronov et Associés, une agence de publicité, qui dit « Changer avant que le monde change, debout les morts », proclame cette page, et avec un texte qui nous dit « Pourquoi ça crie, pourquoi ça grogne, ça coince, ça désespère, couchez la crise, debout les morts, il faut optimiser », c'est le langage de quelques-uns, tel Yves Montand, hop au hit politique. Ça c'est de l'anglais, hop au hit politique. Il gagne parce qu'il dit haut et fort ce que personne ne veut dire. Donc on voit que là, les publicitaires viennent porter le message. Pour les publicitaires, pour les gens qui travaillent à la télévision, pour ceux qui travaillent à la radio, pour les journalistes, pour un certain nombre d'intellectuels, 84 c'est l'année du bonheur. Tout va bien. La pub, elle explose. La télévision, c'est l'année du début de la libéralisation, création de Canal+. Les producteurs se sentent libres, ils sont heureux, ils peuvent faire des clips. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est aussi le Bébête Show, Stéphane Collaro, la Plémette à 19h55 sur la télévision. C'est le socialisme audiovisuel.
Mais ça, ce n'est qu'une partie de la réalité. Et l'autre partie, qui est beaucoup plus importante et beaucoup moins présente dans l'émission Vive la crise, c'est 1984, l'année noire du social. L'année noire pour le monde ouvrier. La barre des 2 millions de chômeurs a été franchie quelques mois auparavant. Et c'est un feu roulant de plans sociaux, d'annonces de suppression d'emplois. Et le 8 février, quelques jours à peine avant Vive la crise, le gouvernement annonce le plan de restructuration industrielle. C'est 20 000 suppressions d'emplois dans la sidérurgie, 5 000 suppressions d'emplois dans la construction navale, 25 000 emplois supprimés dans les charbonnages, ce sera le plan Fabius, et toute l'année, ce genre d'annonce va se succéder. C'est 7 250 suppressions d'emplois à Renault, 6 000 à Citroën, la marche des mineurs de charbon sur Paris, et puis la marche des sidérurgistes sur Paris. Les ouvriers avaient porté la gauche au pouvoir pour qu'elle sauve leur emploi, pour qu'elle sauve leur région, l'avenir de leurs enfants, et la gauche a renoncé à ce programme. Alors évidemment, la publicité que vous venez d'évoquer, debout les morts, il faut positiver, ça a un parfum assez particulier, c'est vraiment une gifle pour toute une partie de l'électorat populaire de la gauche. Au joli mois de mai, en plein état de grâce, Maître François Larose, sur son trône perché, me voici devant vous. Place au vrai changement, place au vrai changement. Et puis comme les saisons, les promesses passent, les nouveaux locataires se sont mis en ménage dans les vieilles pantoufles des occupants d'avant. Les vrais propriétaires sabotent l'économie. Françaises, Français, me voici devant vous, pour vous dire où nous en sommes, où nous allons. Et de vous faire partager, autant qu'il m'est possible, la conviction que j'ai de l'intérêt national. Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot. Mais oui, parce que nous mangeons notre faim, nous sommes en paix. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus. Voilà, Yves Montand nous inquiète quand même très sérieusement. Serge Halimi, je sais que vous êtes très intéressé, vous aussi, par cette émission. Oui, il y a beaucoup d'émissions qui font, en quelque sorte, l'histoire du totalitarisme. Il serait bon que de temps en temps, on fasse l'histoire du libéralisme et qu'on marque à quel point l'imposition de cette idéologie s'est faite grâce à des mécaniques qui ne sont pas du tout naturelles et qui sont le produit d'un véritable matraquage. En un sens, Orwell l'avait prévu, 1984 serait une année importante, mais pas tout à fait comme il l'avait envisagé. Et 1984, Pierre Rimbert vient de le dire à propos de cette émission, c'est une année importante à l'échelle du monde occidental. Si vous voulez, récemment, le gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, pour souligner à quel point le libéralisme avait été aussi produit par la gauche ou par des partis de gauche, rappelait qu'à la fin de 1984, les ministres des Finances de 6 pays de l'OCDE, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Espagne, la France, la Suède et le Royaume-Uni, étaient des porte-parole actifs de la libéralisation. Or, tous, sauf un, le Royaume-Uni, appartenaient à des gouvernements de gauche. Et effectivement, là, on a l'impression que c'est un exercice de pédagogie destiné à l'électorat de gauche, en partie et très largement, qui vise à accompagner le virage de la rigueur qui est entrepris par les gouvernements depuis 1983. Et je dis, ça se passe à l'échelle du monde occidental, ce revirement, ou en tout cas ce basculement d'une partie de la gauche à droite. Aux États-Unis, 1984, c'est l'année de l'émergence d'une tendance moderne dans le camp progressiste. Vous savez que les progressistes aux États-Unis, on les appelle les liberals. Et alors c'est les modernes. Et les modernes, comment les appelle-t-on? Néo-liberals. Les néolibéraux aux États-Unis, c'est la tendance du Parti démocrate qui est la plus proche des milieux d'affaires, des yuppies, comme on les appelle à l'époque, les bobos d'aujourd'hui, qui est la plus éloignée des syndicats et qui célèbre le plus systématiquement le culte des entrepreneurs dynamiques. En France, bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais 1984, c'est l'arrivée de Laurent Fabius à Matignon,
et le discours qui est organisé autour de deux mots d'ordre, moderniser et rassembler. C'est Laurent Fabius qui remplace Pierre Mauroy, qui était lui plus associé à la vieille social-démocratie, à la fois modérée et ouvrière. C'est aussi l'année où le Parti communiste quitte le gouvernement. Et 1984, au Royaume-Uni, Pierre Rimbert évoquait tout à l'heure les mouvements sociaux, les transformations, les grèves, etc. Au Royaume-Uni, c'est le début de la grève des mineurs, qui durera 1 an, qui sera terrible et qui sera un terrible échec. Un peu comme 4 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, il y avait eu la grève des contrôleurs aériens aux États-Unis, qui avait débouché sur la liquidation d'un syndicat. Or, il est évident que ces réformes libérales, qui sont entreprises dans les années 80, exigent comme condition préalable la liquidation ou en tout cas l'affaiblissement du syndicalisme, l'affaiblissement du monde ouvrier. Et à la suite de cette grève, qui aura des effets terribles au Royaume-Uni, le Parti travailliste deviendra de plus en plus ce néo-Labour que Tony Blair incarne dès maintenant, mais qui à l'époque sera pris en main par Neil Kinnock, qui sera plus tard vice-président très libéral de la Commission européenne. Et enfin, dernier exemple, qui est sans doute le plus significatif, 1984, c'est l'arrivée au pouvoir en Nouvelle-Zélande d'un gouvernement travailliste qui sera l'artisan du plus fondamental, de la réorientation la plus fondamentale de l'économie, dans la voie ultralibérale, autour d'un modèle qui est le libéral-libéralisme, puisque ce gouvernement travailliste mettra en œuvre une politique ultralibérale au plan économique, mais en même temps, la décentralisation, le droit des femmes, des homosexuels, la défense de l'environnement et la défense des minorités, des Maoris en Nouvelle-Zélande. Donc vous avez en quelque sorte, dans l'ensemble du monde occidental, un basculement qui vise très largement les partis de gauche qui s'adaptent aux transformations induites par Margaret Thatcher et par Ronald Reagan depuis 1979. Justement, Pierre Rimbert, dans votre bouquin sur Libération, sur le quotidien Libération de Sartre à Rothschild, vous expliquez comment l'évolution, le basculement de ce journal, c'est le basculement de toute la société française et occidentale par extension. Et Vive la crise est coincé dans la charnière, on peut dire. Oui, Vive la crise marque le moment charnière, marque le moment où la dernière digue va céder. Et cette dernière digue, c'était un peu la polarisation du champ politique français. Il y avait une droite de droite et une gauche de gauche. Et elles s'affrontaient. Et cet affrontement était insupportable pour beaucoup de gens, notamment pour ces gens qui se disaient des modernistes. Il y avait des modernistes de droite, des modernistes de gauche, qui auraient, plutôt qu'une gauche de gauche et une droite de droite, auraient préféré une république du centre. Et c'est ces gens-là qu'on retrouve dans Vive la crise. Vous savez, on s'est beaucoup moqué du réalisme socialiste, de ces films de propagande, de Stakhanov, etc. Vive la crise, c'est le réalisme libéral. La production à la télévision s'est déchaînée à cette époque. 2 ans plus tard, vous aurez Bernard Tapie, avec son émission Ambition, qui vous apprend en direct à fabriquer une entreprise. Le réalisme libéral, c'est aussi ces journalistes, ces intellectuels qui vont plastronner sur les plateaux de télévision pour expliquer aux gens, et en particulier aux victimes de la crise économique, qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut renoncer aux conquêtes sociales. Et c'est le thème de Vive la crise. Et si jusqu'à présent, grâce aux 30 glorieuses de la croissance, on a pu vivre cette crise à crédit, eh bien maintenant il va falloir payer. Cessons donc de rêver parce qu'effectivement, c'est grave. L'Europe aujourd'hui est peut-être en voie de sous-développement. Voyez-vous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Albert, ancien commissaire au plan et spécialiste des questions économiques européennes. Alors l'un des thèmes de Vive la crise, c'est que cette grande crise économique qui va d'abord toucher les ouvriers, la sidérurgie, les chantiers navals, etc., n'est pas vraiment une crise. Au fond, c'est une mutation. C'est-à-dire, si on consent à suffisamment d'efforts, on pourra s'en sortir et éviter de devenir, comme le dit l'un des intervenants de Vive la crise, un pays en voie de développement. Mais pour s'en sortir, pour accomplir la mutation, il faut faire des sacrifices, il va falloir payer, nous dit Montand, et c'est la condition pour passer d'un monde que Montand et ses acolytes décrivent comme un monde archaïque, celui des 30 glorieuses, où malgré le fait qu'on était en régime capitaliste, les salariés avaient conquis un certain nombre de droits, à un monde moderne. Alors c'est un monde où, pour y parvenir, il faut abandonner ces conquêtes.
À Bruxelles, ce jour-là, Michel Albert rencontrait une fois encore quelques dizaines d'experts internationaux. Y a-t-il une ou plusieurs façons de sortir de la crise? L'Europe est-elle condamnée inexorablement à glisser sur la pente du déclin? Est-elle en voie de sous-développement? Sous-développement, c'est un mot fort, sous-développement. Ce qui est vrai, c'est que la crise, c'est plus que la crise. C'est une espèce d'immense retournement historique et que dans ce retournement historique, peut-être bien en effet que l'Europe commence à glisser vers le sous-développement. Alors, il y a un personnage qui revient, qui est le très oublié Michel Albert, qui est le gourou de cette émission, et c'est sur son œuvre, sur sa pensée, sur sa réflexion que se base tout le film. Le scénario avait été écrit par Jean-Claude Guilbeault, avec l'aide de Laurent Geoffrin, et c'est Michel Albert le gourou. C'est Michel Albert le gourou, mais c'est aussi le contexte intellectuel du début des années 80 qui détermine l'existence de cette émission, qui la rend possible. Parce que depuis 82, les librairies croulent sous des montagnes d'essais politico-économiques qui vont à peu près tous dans le même sens. En 82, vous avez un journaliste qui s'appelle François de Closet qui publie Toujours plus. Toujours plus, ça va être un succès phénoménal. Plus d'1 million d'exemplaires partent dans les semaines après la publication. Et c'est un best-seller anti-syndical qui fustige les avantages acquis, comme on les appelle alors. Avantages acquis, il faut comprendre les conquêtes sociales. 2 ans plus tard, vous avez Guy Sormand qui propose une solution libérale. Alors ça, ce sont plutôt des gens classés à droite, mais vous avez aussi des gens qui se classent à gauche et qui disent la même chose. Parmi ces gens-là, il y a Michel Albert, dont vous venez de parler, qui publie Le Paris français. Alors c'est un haut fonctionnaire, la figure emblématique du technocrate. Il a été commissaire général au plan sous le gouvernement Barre, et Vive la crise, effectivement, s'inspire directement de son bouquin, mais aussi des idées de Alain Minc, qui est déjà là. Il publie son premier livre en solo en 1982, c'est L'après-crise est commencé. Alors toujours la même clairvoyance, on est en 82, mais pour lui c'est déjà terminé. Et le thème, c'est la crise est une chance pour réussir la mutation de la société française. Et ce livre sera bien évidemment salué dans les colonnes de Libération par un jeune chroniqueur économique qui s'appelle Pierre Rosanvallon, également intervenant de l'émission Vive la crise. Alors ces gens-là, ils ont un point commun, c'est de saluer avec enthousiasme l'austérité, la politique de rigueur. Leur idée, c'est qu'on s'est beaucoup trop habitué à la croissance des 30 glorieuses. Les gens s'obstinent à réclamer toujours plus. Et voilà ce que nous propose Vive la crise sur ce thème. Tout le monde réclame. Le 13e, le 14e, quelquefois le 17e mois. La sécurité de l'emploi, davantage de vacances, moins de soucis, etc., 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 etc. Parfois on a raison, mais souvent on exagère, vous le savez bien. Alors là, à l'antenne, est lancé un reportage sur 2 cas de privilégiés. Et c'est assez symptomatique parce que le premier, c'est un médecin, un kinésithérapeute, qui s'indigne des conséquences de la crise sur son niveau de vie, puisqu'il va être obligé de se séparer de son domestique. Je crois qu'il doit y avoir une trentaine de mille ou 50 000 Français qui ont fait comme moi, qui à un moment donné ont supprimé leur emploi de maison. Et alors, suit un deuxième cas de privilégié. Lui, c'est un ouvrier à EDF. Et ses problèmes sont un petit peu différents. Les revendications immédiates, c'est le pouvoir d'achat. On accuse déjà 5% de perte de notre pouvoir d'achat pour l'année 83. C'est aussi la réduction du temps de travail à 35 heures, sans diminution de salaire. Et vos avantages en nature, vous y donnez ? Là aussi, on y tient plus que jamais. C'est un élément de notre rémunération. Combien vous payez kilomètre 4 centimes au lieu de 45 centimes pour un usage domestique. Donc ça fait partie de nos salaires, on ne doit pas y toucher. Alors là, vous voyez, le procédé est vraiment grotesque. On met sur le même plan un médecin qui doit se séparer de son domestique et un ouvrier qui défend son pouvoir d'achat. Ça, c'est l'une des techniques employées dans Vive la crise pour faire passer la pilule de la rigueur. Car une fois cette opération réalisée, même mettre sur le même plan des gens très riches et des ouvriers pour les déclarer privilégiés, on va attribuer
à ces soi-disant privilégiés, mais en particulier aux classes populaires et aux ouvriers, la responsabilité de la crise et en particulier la responsabilité du chômage. L'idée motrice de Vive la crise et de ses architectes, c'est de dire que les fonctionnaires, les petits employés et le monde ouvrier, par leur conquête sociale, sont responsables du chômage. Il s'agit là d'opposer les dominés entre eux. C'est une technique qui est encore employée aujourd'hui. Vous pouvez lire, notamment dans Libération, des analyses de la crise des banlieues qui disent que le malheur des jeunes de banlieue est dû aux fonctionnaires qui sont arc-boutés sur leurs privilèges. Eh bien, ce schéma-là, il est d'abord mis en avant il y a 25 ans dans Vive la crise. La crise? Quelle crise? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Pour Montand, c'est un cas particulier parce que il nous dit au début de l'émission, la crise, quelle crise? Et effectivement, pour lui, il n'y en a aucune. Depuis quelques mois, Montand est la star des médias. Certains lui prêtent des ambitions présidentielles, d'autres disent qu'il va mener une liste aux élections européennes de 84. Et lui, Montand, qui est l'ancien compagnon de route du Parti communiste, n'a plus qu'une cible. C'est d'un côté les pacifistes allemands et de l'autre les communistes. D'ailleurs, il dit « je suis de gauche tendance Reagan ». De gauche tendance Reagan, et il se prononce également en janvier 84 en faveur d'un capitalisme libéral. Il faut peut-être ici préciser que l'analogie avec Ronald Reagan est d'autant plus forte que Ronald Reagan était lui aussi un ancien acteur qui s'est investi dans la politique, qui est devenu président des États-Unis, et qu'au demeurant, Ronald Reagan était un ancien syndicaliste qui est devenu un adversaire des syndicats. Et donc, dans la presse française à l'époque, vous allez avoir cette analogie d'autant plus présente que 1984, c'est l'année du triomphe de Reagan. Il va être réélu président des États-Unis avec 59% des voix. Il va l'emporter dans 49 États sur 50. On a l'impression que vraiment le reaganisme l'emporte sur la planète entière. Et on se dit, tiens, mais qui pourrait être en France ce personnage qui a beaucoup de charisme et qui serait capable en quelque sorte d'introduire à gauche les idées de la droite? Eh bien, on pense assez naturellement à Yves Montand, qui fera la couverture du Nouvel Observateur, avec sa photo en costume de président de la République. Je précise qu'à l'époque, il me semble que le Nouvel Observateur était dirigé par Franz-Olivier Gisbert, qui lui-même deviendra quelques années plus tard directeur du Figaro. C'est ça, Montand à l'époque est la figure la plus exhibitionniste de la grande repentance et du grand ralliement du monde intellectuel, médiatique, à ce qu'on appellera le néolibéralisme. Cowboy ska, he loves his ska. He plays it all day when he's riding his horse, when he's doing his chores, and when he's at home, of course. Cowboy ska. Yeah. Cowboy ska. Yeah. Ce qui est étonnant aussi, c'est que la charge pro-atlantiste de Yves Montand se fait au nom de la fin des idéologies. Et c'est un thème qu'on retrouve très régulièrement dans Vive la crise. Il s'agit de repousser les idéologies en général. Mais évidemment, dans le contexte des années 80, et plus précisément de 1983-84, repousser les idéologies en général, ça veut dire se détourner, repousser l'idéologie de gauche. Et c'est ce que Yves Montand va nous expliquer tout au long de Vive la crise. Sans démagogie imbécile, parce que ce serait trop facile, je crois que les gens en conditions modestes, ils sentent très bien que c'est très difficile, ils sentent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sentent très bien que ce n'est pas les idéologies, quelles qu'elles soient, qui peuvent résoudre les problèmes. On sait très bien que c'est de la blague aujourd'hui. Dieu merci, ils commencent à comprendre ça. Alors, comment on peut vraiment s'en sortir? Oui, alors ce qui est intéressant là, c'est que le social-libéralisme que va prôner Vive la crise pendant 90 minutes n'est pas présenté comme une idéologie. C'est la gauche, c'est le communisme, c'est le socialisme étatiste qui est identifié comme idéologie. Mais tout ce que dit Montand, tout ce que vont dire Alain Minc, Michel Albert, Pierre Rosanvallon, Denis Kessler, etc., ça n'est pas de l'idéologie. C'est en
toutes circonstances présentées comme du réalisme économique. Évidemment, ce genre de discours, ça fait 20 ans qu'on l'entend, et on a commencé à comprendre, pour reprendre les termes de Montand, que le thème de la fin des idéologies, c'est lui-même une idéologie. C'est l'idéologie de la fin des idéologies. Ce qu'on appelle la crise, comme s'il s'agissait de la colère des dieux, d'un phénomène incontrôlable, d'une fatalité par nature plus forte que le génie de l'homme, n'est au contraire que le produit de ce génie désordonné. Alors Pierre Imbert, Serge Alimi, on continue donc le décortiquage de ce document Vive la crise. Je rappelle que c'était une émission le 22 février 1984, regardée par 20 millions de téléspectateurs. C'était un grand moment, lancé par Libération. Et là, c'est Michel Albert qui parle et qui nous dit ce qu'on va entendre par la suite très très souvent. Ça dépend de chacun, ça dépend de vous. La crise, c'est notre production, c'est nous qui l'avons faite par notre inconscience, par nos défauts d'organisation, par les retards, par exemple, avec lesquels on a engagé des restructurations industrielles dont tout le monde savait bien qu'il fallait les faire, n'est-ce pas? Oui, alors Michel Albert, se moquant de la technocratie, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, parce que lui-même a été commissaire général au plan, c'est-à-dire l'emblème de la technocratie française. Michel Albert n'est pas seul. Pour nous donner les recettes de la réussite, les recettes du succès, comment sortir de la crise. Il est entouré d'Alain Minc, qui commence à faire son trou dans le paysage intellectuel français. Il est entouré aussi de Laurent Geoffrin, qui est un jeune journaliste très ambitieux à Libération, dont il anime en partie le service économique. Il est entouré également dans le supplément de Libération de Denis Kessler, d'écrivains comme Benjeloum, Pierre Rosanvallon, qui aujourd'hui est au Collège de France et qui était chroniqueur économique à Libération, où il apprenait à ses lecteurs à découvrir Hayek, l'économiste libéral. Bref, un certain nombre d'intellectuels qui là vont se faire les docteurs, les pères la rigueur. Et il y a quelque chose qui est frappant dans ce ralliement des intellectuels, ou en tout cas de cette catégorie d'intellectuels, à la rigueur économique et à des propositions économiques qui vont démolir, qui vont défaire la classe ouvrière au début des années 80. C'est que dans les années 60, dans les années 50, ces intellectuels, on les voyait très souvent aux côtés des ouvriers. C'était des gens qui se prévalaient de leur proximité à la classe ouvrière parce qu'elle était forte, parce qu'elle était organisée, et ils l'ont suivie. Ils ont suivi la classe ouvrière tant qu'elle pouvait leur servir en quelque sorte de promontoire. Mais dès le début des années 80, au moment où le chômage, où le début de la précarité, où la récupération des aspirations à l'autonomie par le management va affaiblir la classe ouvrière, ces intellectuels, les mêmes, tournent le dos aux ouvriers et vont s'afficher, vont parader dans les médias pour préconiser des solutions économiques qui vont frapper en premier lieu les ouvriers. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette volte-face des intellectuels, ou d'une partie des intellectuels, que Vive la crise met aussi en scène. Qu'est-ce que c'est que le libéral de gauche? Oui, c'est la question à 100 francs. Le libéral est quelqu'un qui croit aux vertus du marché. Le libéral de droite, je commence par là, croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique, mais qu'il faut faire en sorte de maintenir un certain nombre de stabilisateurs pour que la société ne bouge pas trop, même si on atteint l'optimum économique. Le libéral de gauche, donc moi, croit que le marché, outre un certain nombre de vertus économiques, peut être un moyen assez brutal de changer la société, et que de ce point de vue, il faut le laisser jouer à... Voilà, Alain Minc est un libéral de gauche, enfin c'est ce qu'il affirme en 1984 dans cette émission. Vous voyez d'ailleurs la définition qu'il donne du libéral de gauche, c'est un libéral plus brutal que le libéral de droite. Donc c'est la brutalité en plus. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez trouver plus libéral qu'un libéral de droite, c'est un libéral de gauche. Et cette idéologie-là qui a consisté à implanter ou à importer le libéralisme à gauche est effectivement particulièrement présente dans les milieux intellectuels et dans les milieux journalistiques, et aura à cette période comme principal véhicule la Fondation Saint-Simon,
qui est fondée à la fin de l'année 1982, dont Alain Minc sera le trésorier. Les principaux animateurs seront François Furet, Pierre Rosanvallon, Jacques Julliard. Elle comptera des journalistes comme Christine Ockrent, comme Serge July, un grand nombre d'industriels. Et c'est en quelque sorte dans ce cénacle que s'opérera plus facilement. On a aboli les clivages, on est de gauche et de droite, oui, en avant. C'est-à-dire qu'on est soit de droite moderne, soit de gauche, libérale de gauche, comme les définit Alain Minc. Et surtout, on essaie de favoriser des liens plus étroits entre les mondes de l'intelligentsia, de l'université, de la presse et de l'entreprise. Et l'émission Vive la crise, c'est en quelque sorte les intellectuels et les journalistes qui célèbrent l'entreprise capitaliste comme créatrice de spontanéité, d'efficacité, de modernité, de dynamisme. Puisqu'il y a tant de chômeurs, dit-on parfois, et puisque les services publics marchent mal, il n'y a qu'à engager davantage de fonctionnaires. Ben voyons. Depuis 10 ans, la part du revenu prélevé par l'État sous forme d'impôts et de cotisations sociales est montée à près de 50%. Cet argent sert pour une grande part à financer les salaires de la fonction publique. Mais cet argent a fait défaut aux entreprises. Depuis 10 ans, l'investissement industriel a cessé de progresser. L'Europe compte aujourd'hui 12 millions de chômeurs. Oui, alors c'est celui qu'on vient d'entendre, là c'est Laurent Geoffrin, oui. Le journaliste de Libération, qui a expliqué un peu plus tard, 14 ans aujourd'hui plus tard... du Nouvel Observateur. Directeur de la rédaction du Nouvel Observateur aujourd'hui, oui. Et alors il s'est un peu repenti de Vive la crise en estimant qu'il est allé trop loin. Là il est toujours dans le même sens, mais un peu moins violemment. Il disait en 98, nous pensions que la remise en question des acquis sociaux se ferait au service des plus exclus. Donc l'idée c'est que on va dépouiller le salariat de ses conquêtes sociales pour... en quelque sorte, sauver les chômeurs du chômage. C'est une idée vraiment absurde. Et dans le son qu'on vient d'entendre, ça nous résume un peu les solutions préconisées dans l'émission de Vive la crise. C'est des solutions qui ont un point commun, c'est qu'elles tournent le dos au programme socialiste sur lequel la gauche a été élue en 81, et qui passent tous par moins d'État. Moins d'État social, donc moins de fonctionnaires, on va dire. Et si on embauchait des fonctionnaires, nous dit Montand, pour bien montrer que c'est une solution inepte et que, évidemment, plus on paye de fonctionnaires, plus le chômage augmente, c'est ce que nous dit Laurent Geoffrin. Et moins d'État, mais aussi plus d'initiatives individuelles. Le Puy du Fou, c'est aujourd'hui, bien sûr, la quadriphonie, le laser, l'électronique, le stroboscope, l'informatique, mais c'est surtout 30 000 habitants, originaires de 13 communes, 1500 membres actifs dans l'association, dont 650 acteurs, qui jouent sur une scène de 13 hectares et qui accueille chaque été 250 000 spectateurs, avec un budget, le budget de l'association du Puy du Fou, qui est de 1 milliard de centimes. Chaque année, on va jusqu'à subventionner les pouvoirs publics, je dis bien jusqu'à subventionner les pouvoirs publics, et chaque automne, on crée une nouvelle activité, une nouvelle aventure. On appelle ça, quand on vote notre budget, la part du rêve. La part du rêve en 1981, ça a été pour nous une autre manière de communiquer, consistant à relier l'information au pays avec l'information sur le monde entier, et finalement à mettre Beyrouth à portée de bocage et le tiers-monde à portée de générosité. Les technos sont en train de rigoler dans le studio. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Philippe de Villiers. C'est c'est pas seulement la cerise sur le gâteau, c'est l'horizon, c'est le futur, c'est Philippe de Villiers. Voilà la solution. Il est présenté effectivement comme la solution, puisque dans le livre de Vive la crise, on lit « L'épopée vendéenne de Philippe de Villiers réunit la plupart des ingrédients qui composent cette indéfinissable bonne nouvelle qu'on sent poindre derrière la crise, un ingrédient, l'autonomie, le projet n'a bénéficié et ne bénéficie d'aucune aide publique, fini le rapport pathologique entre culture et argent, jugé inconciliable par définition. » Alors pourquoi Philippe de Villiers fascine-t-il autant les architectes de Vive la crise? Eh bien parce que, d'abord, c'est une solution individuelle, l'entreprise, nous allons monter notre entreprise, on se prend par la main, c'est une initiative économique, et puis c'est surtout, comme nous dit le supplément de Libération, le moyen de faire partie, je cite, de cette nouvelle race de samouraïs qui, elle, n'a pas l'intention de perdre la guerre économique.
En revanche, poursuit le supplément de Libération, qui nous explique comment sortir de la crise, je cite toujours, « Si les gens qui travaillent se contentent seulement de tendre la main, ça en fait des assistés et c'est dangereux pour eux. » Alors le thème de Vive la crise, et en particulier de ce mélange de communication et de proclamation à la gloire de l'entreprise et de l'initiative individuelle, est résumé dans le supplément de Libération par Laurent Geoffrin. Alors je vais citer cette phrase parce qu'elle l'a rendue très célèbre. Une partie de sa notoriété est due à cette phrase. Je cite Laurent Geoffrin, « Comme ces vieilles forteresses, reléguées dans un rôle secondaire par l'évolution de l'art militaire, la masse grisâtre de l'État français ressemble de plus en plus à un château fort inutile. La vie est ailleurs, elle sourd de la crise par l'entreprise, par l'initiative, par la communication. » Fin de citation. Oui, je voulais dire, dans le cas du spectacle de Philippe de Villiers, il y a aussi une dimension qui est importante, qui est la dimension contre-révolutionnaire. Le spectacle de Philippe de Villiers est un spectacle qui glorifie les Chouans et qui présente la Révolution française comme l'origine d'un grand nombre des maux que la France doit affronter à l'époque. Donc Philippe de Villiers, c'est aussi en quelque sorte l'installation au cœur même de la pensée française d'une idéologie contre-révolutionnaire qui vise à revenir sur tous les acquis démocratiques datant de 1789. Mais Yves Montand n'est pas dupe. Hein. Dans le film, dans Vive la crise, il dit à Michel Albert, qui lui présente le Puy du Fou et Philippe de Villiers, il dit oui, mais tout ça c'est un exemple. Bon, c'est un seul exemple que vous êtes capable de me citer, c'est folklorique. Dit Montand. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Alors il y a un autre exemple, et là c'est la solution à plus long terme, c'est l'Europe libérale. L'Europe libérale, la solution nous est préconisée dès 1984, et bon, après ce sera une marche forcée qui va passer par l'euro, par le respect des convergences, des critères de convergence de Maastricht, et qui va nous amener en mai 2005 au référendum pour la Constitution européenne. Mais voilà ce qu'en 1984, les architectes de Vive la crise nous promettaient comme avenir radieux. Première visite officielle de la nouvelle présidente de l'Europe, Margaret Thatcher, aux États-Unis. Reçue par le président Reagan, Madame Thatcher s'est félicitée de la bonne coopération entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe. Le président américain, lui, souhaite que l'Europe cesse de pratiquer des taux d'intérêt trop élevés. L'écu, notre monnaie nationale, vient en effet de crever tous les plafonds à la bourse de Wall Street en cotant cette semaine $2,52. La Banque centrale américaine a été obligée d'intervenir une nouvelle fois pour soutenir le cours du dollar. Alors évidemment, il s'agit d'une extrapolation. On a bien compris que c'est pas un document qui est non, c'est l'anticipation de ce qui se produit le 12 décembre 1994, c'est-à-dire 10 ans après l'émission Vive la crise. Donc anticipation, Margaret Thatcher, présidente de l'Union européenne, Raymond Barre, ministre européen du commerce extérieur. Il faut dire que Raymond Barre est un lecteur de Libération, il a fait savoir que c'était l'un de ses quotidiens préférés à l'époque. Helmut Kohl est ministre européen de la Défense, et comme l'anticipation n'exclut pas un certain nombre de données stratégiques, on évoque à un moment, je cite, « Les forces du croissant ont envahi le Maroc et l'Union européenne n'a que Gibraltar pour la séparer des États islamiques ». Pierre Imbert. Oui, je voudrais ajouter, on ne voit pas rétrospectivement la violence de cette émission quand on l'écoute aujourd'hui, parce que bon, les extraits qu'on a entendus peuvent paraître bouffons, mais il faut rappeler encore une fois que ça se passe dans un contexte de crise économique très aiguë, qu'il y a des millions de gens qui sont au chômage, et il faut un peu imaginer la réaction de certains téléspectateurs lorsqu'ils voient apparaître à 21h un carteron d'inspecteurs des finances, c'est-à-dire des gens qui ont été payés pour la collectivité, pour gérer l'État et qui proposent de faire moins d'État et de faire payer les pauvres, un carteron de journalistes, Laurent Geoffrin, Christine Ockrent, etc., pour qui la crise économique va devenir une espèce de source de notoriété, qui écrivent des bouquins sur le dos des pauvres et qui, par-dessus le marché, leur intiment l'ordre de se serrer davantage la ceinture. Il y a une très grande violence là-dedans, et d'ailleurs je crois qu'il y a eu des réactions à Vive la crise qui allaient dans ce sens. Le professeur Montand, le professeur d'économie Yves Montand a fait son show hier à la télévision. 53% des Français ont regardé l'émission Vive la crise sur Antenne 2. D'une manière générale, Yves Montand est devenu le chouchou des Français, mais il y en a quand même certains qui sont déçus. Exemple, ce mineur rencontré par Jean-Noël Deléage, Monsieur Diaz Avellino. Je suis extrêmement déçu. Je m'attendais à un autre langage de la part d'Yves Montand. Il ne peut pas parler d'un problème qu'il ne connaît pas.
puisque parler de la crise pour Yves Montand ne correspond pas à la même façon de ressentir la crise comme moi je peux la ressentir aujourd'hui au niveau des fameuses mutations technologiques, puisque je travaille dans le charbon. Vous discutiez du problème de la crise, il aurait été peut-être bon qu'on discute, enfin qu'Yves Montand discute de la fiche de paye, qu'on discute éventuellement avec un OS de chez Renault, qu'on discute avec un métallo, qu'on discute avec un gars des chantiers navals, qu'on discute avec un mineur, mais en aucun cas Yves Montand n'avait le droit de pouvoir parler de la crise, puisque la crise, lui, ne la ressent pas comme moi je peux la ressentir aujourd'hui. Alors, voilà quelqu'un qui conteste. Est-ce qu'il y a eu d'autres contestations, d'autres critiques de cette émission? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les réactions politiques, notamment à l'émission Vive la crise, se répartissent un peu des deux côtés de la barrière, qui sépare d'un côté les partisans de l'autre politique, du respect du programme socialiste, et puis de l'autre côté les partisans de la rigueur économique. François Mitterrand a vu l'émission, il l'a trouvée plutôt bonne, il a même expliqué à Libération qu'elle reflétait un peu l'action du gouvernement. Pierre Bérégovoy aussi a vu l'émission, l'a appréciée. Edmond Maire également, il l'a apprécié, mais alors modérément. Edmond Maire, c'est donc le secrétaire général de la CFDT à l'époque. Et d'un côté, il trouve que cette émission reflète exactement la ligne de la CFDT, alors on est en 84 déjà, puisqu'il nous dit, je cite Edmond Maire, « Depuis 10 ans que nous nous efforçons de prendre la crise comme levier de transformation, du chemin a été parcouru. En milieu ouvrier, la crise, ça a produit du neuf. » Ça, c'est le secrétaire général d'un syndicat qui est quand même aussi un syndicat ouvrier au début des années 80. Cela dit, Edmond Maire reproche à Montand de négliger les affaires idéologiques. Il n'est pas d'accord quand Montand déclare que l'idéologie, c'est de la blague. Et il ajoute, les auteurs de l'émission s'adressaient d'abord à l'autre moitié de la population, celle qui a un bon emploi. Alors, la CGT, elle a réagi très négativement, et le Parti communiste également très négativement, et d'une manière assez juste, il faut le reconnaître. Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincus, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire, ou tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire, et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt. Voilà, 1984 sur France 2, la fin, la chute de cette fameuse émission. Oui, à bientôt, nous dit Montand. Effectivement, il faut se rendre à l'évidence, la plupart des solutions qui étaient préconisées dans Vive la crise ont été appliquées depuis 1984 par les gouvernements qui se sont succédés depuis cette date. Les tabous des avantages acquis, c'est-à-dire les conquêtes sociales, le tabou du profit, des salaires, la flexibilité, les privatisations, tout ça a été brisé un à un par les gouvernements successifs. On a privatisé, on a précarisé, on a baissé les salaires, etc. Vous savez, au moment où la Fondation Saint-Simon, qui était un peu l'architecte de cette émission, s'est dissoute en 1999, Michel Albert, qui est l'inspirateur de Vive la crise, dira, je le cite, « Nos idées, croyances dans l'économie de marché et l'Europe sont au pouvoir ». Alors oui, en France, le néolibéralisme est entré par la gauche. Alain Minck, Jean-Pierre Levade, qui écrit aujourd'hui des livres sur le capitalisme, ou la plupart des membres de l'association, la Fondation Saint-Simon, s'affichaient effectivement à gauche. Ils étaient à gauche pourvu que la gauche emprunte sa pensée économique à la droite. D'ailleurs, Jean Daniel, qui dirige le Nouvel Observateur, expliquera à un moment que la Fondation Saint-Simon, je le cite, est née avec le présupposé que le déblocage de la société française passait par un capitalisme réel, assumé, mais régulé et moralisé par des gens de gauche. Et cette opération de régulation et de moralisation du capitalisme, c'était un peu l'objectif, l'ambition de Vive la crise. Voilà, c'était notre contribution à la célébration de l'anniversaire du décès de François Mitterrand avec Serge Alimi et Pierre Rimbert. Merci aussi à Catherine Louis, à lire aux éditions Raison d'Agir, les nouveaux chiens de garde d'Alimi et de Pierre Rimbert, Libération de Sartre à Rothschild. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission La Basse et j'y suis. Technique aujourd'hui Sophie Moreno et Patrick Henry. C'est
Antoine Chao qui a réalisé cette émission, assisté de Yann Chouquet, avec Pascal Pascariello et Christophe Imbert au répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermer@radiofrance.com. On se retrouve lundi à 17h pour la Basse-Édition. On part pour Mayotte, on part pour les Comores lundi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et je vous laisse pour les infos avec Bruno Duvic. Salut.